Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour cette session de cours de tibétain. On recommence l'année, ou on poursuit l'année plutôt. Quoi, on poursuit? Non, on recommence. Non, on commence l'année, on recommence pas l'année. Non, ça serait terrible de recommencer les années. Voilà, ok. En tout cas, on se retrouve. Bonjour Claire, bienvenue. Donc, c'est sympa, tu rejoins le groupe. Alors, le groupe, ici, c'est le groupe analyse de texte, hein. Donc, je pense qu'on est clair, hein. Voilà, tu sais certainement déjà lire, en tout cas suffisamment pour te dépatouiller dans un texte. Et puis après, ben, il y a plein de possibilités de rattrapage, évidemment, avec les replays et autres. Ok, comme on en a l'habitude, alors c'est nouveau pour toi Claire, mais on commence quoi? Remarque non, plus ou moins, parce que tu as suivi les replays, donc tu sais exactement comment les leçons se passent. On va commencer par une prise de refuge, et puis ensuite on se met dans la pratique de ces pratiques des bodhisattvas, en voyant, nous verrons aujourd'hui ce que l'on voit, ce que l'on étudie ou pas. Mais d'abord, le refuge. Sangye cho tong tsoge cho namla chon chon pratu dani kyab suchi. Dage jin tsoge pe se namke drola pinchire sangye drom parai sho. Voilà, et je vois Florence qui est en train de se connecter, Nicole aussi, ou Nicole, non, Nicole est déjà là, je pense. Donc voilà. Aujourd'hui, là, vous avez à l'écran, vous avez le support du jour. Alors, comme je vous l'ai indiqué, plutôt que de s'embêter éternellement avec ces histoires de numéros de leçons, c'est un peu compliqué, je me suis dit, ben, on va carrément utiliser le numéro des pratiques, parce que ce sera plus simple pour nous repérer. Donc aujourd'hui, la leçon que vous avez reçue, c'est la 13e pratique. C'est pas forcément celle qu'on va étudier aujourd'hui, parce qu'en fait, grâce à Dominique, qui est mon Jiminy Cricket attitré, elle m'a rappelé très justement que nous n'en étions qu'à la 12e. Donc on va plutôt voir la 12e, mais c'est pas mal, on a une leçon d'avance. Comme ça, vous avez le support, vous pouvez commencer à l'étudier, à gratter là-dedans. Ce qui ne nous empêche pas du tout de prendre un petit peu de temps pour voir un peu ce qui se trouve dans cette leçon. Au début, ben, il n'y a rien qui change beaucoup, vous avez le vocabulaire, et puis par contre, d'une manière un peu systématique, il y aura maintenant, je pense, on verra l'usage, mais je pense qu'on retrouvera l'annexe, et l'annexe qui est le commentaire de Chucky Chakpa, qui est le fameux Tsigdel. Tsigdel, je vous rappelle ce que ça veut dire. Tsig, c'est les mots, Del, c'est le commentaire. Donc Tsigdel, quand on parle d'un Tsigdel en tibétain, c'est un commentaire mot à mot. L'avantage d'un commentaire mot à mot, comme vous le voyez ici sur l'écran, si je vous zoome ça un peu, vous voyez que le gros avantage, je vais juste me mettre avec mon pointeur, comme ça je peux pointer, eh bien c'est que vous avez chaque fois le mot de la strophe qui apparaît dans le texte du commentaire. Donc ça, c'est un immense avantage. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre le contexte de la strophe. Pourquoi? Parce que la strophe, bonjour Annie, je vois Annie qui arrive, la strophe est, on pourrait dire, une forme tibétaine zippée. Zippée parce qu'il y a plein de mots induits et donc, évidemment, du coup, parfois la compréhension, elle peut être rendue un peu difficile à cause de ça. C'est-à-dire on a tout le sens qui est extraordinairement condensé. Donc l'intérêt du commentaire, l'intérêt du Tigdel, c'est qu'on pourrait dire qu'il file le gap, c'est-à-dire il remplit les trous. Donc les trous, c'est une manière de dire évidemment, mais on pourrait imaginer si vous... Bon là, c'est le nom de la Tenzang qui me vient en tête, mais quand on dit Tensang, par exemple, la Tensang, c'est Tenchup Songpo. Donc on a toujours en tibétain l'usage des contractions. Et c'est extrêmement pratique parce que vous pouvez faire du texte zippé, du texte condensé, hein, du texte, comment on appelle ça? C'est pas zippé évidemment, là c'est moi qui m'amuse un peu, mais un texte qui est comme une espèce de... ouais, bah, j'arrive pas à trouver un autre terme pour l'instant, mais bref, condensé, oui, condensé, tout à fait, condensé, oui, c'est très bien, c'est vrai que c'est mieux. Euh, Condensé, et donc ça nous permet souvent de pouvoir résumer des textes même immenses en quelques phrases.
Et donc c'est tout l'avantage du tibétain. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui explique naturellement que vous avez pour un texte de multiples versions. Parce qu'en général, c'est plus ou moins développé, plus ou moins condensé. Bref. Ok, donc ça c'est la strophe que l'on étudiera surtout la semaine prochaine. Elle est très intéressante parce que dans son nom, vous avez quoi, qui est une traduction qui vaut ce qu'elle vaut, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. La patience qui accepte volontairement les difficultés. En fait, oui, bien sûr, Claire. Je te laisse ouvrir ton micro. Ouais, vous intervenez, hein, bien sûr. Hein, c'est pas moi qui me fais une grande logorée. Vous intervenez quand vous voulez. Hein. Oui, Claire. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Marc. Bonjour, Claire. Je suis en train de me rendre compte que je suis pas dans le bon cours. Ok. Parce que en fait, je suis les cours de lecture du Sutra de la pousse de riz et là je suis dans cette D'accord, pratique des ok, bodhisattvas. Voilà. absolument pas de problème. Alors, le Sutra de la pousse de riz, c'est le cours juste après. Mais si tu veux rester là maintenant, tu peux très bien rester là maintenant. Hein. Ah bon, oui. Le cours de du Sutra de la pousse de riz, c'est à partir de 13h15. Mais franchement, là-dessus, je suis très souple. Si vous avez envie de temps en temps de vous balader d'un cours à l'autre, il y a certaines personnes qui le font. Et il y a carrément des personnes, comme par exemple Annie et Dominique, qui clairement suivent les deux cours. Donc vous avez toujours cette Bon, possibilité. Hein. C'est vraiment, d'accord. c'est Bon, bah, comme vous je le vais sentez. rester alors. Oui, oui, c'est comme tu veux. Alors évidemment, il y a des tas de choses qui vont te paraître totalement abscondes, hein, parce que Ah, super. ça c'est clair. Mais en même temps, ça peut aussi être une familiarisation, allons savoir, la possibilité d'apprendre des nouvelles choses, bref, d'enrichir sa compréhension, sa culture générale, la langue tibétaine. Donc voilà, ça c'est surtout la strophe que nous étudierons la fois prochaine, mais ce que je voulais dire, c'est la patience qui accepte volontairement les difficultés. C'est intéressant parce que on se rend compte qu'on évoque là, alors de nouveau c'est induit, hein, c'est pas dit noir sur blanc, mais on induit ici dans le titre, Dungel Tanglen Gesepa, on induit une patience qui appartient à un groupe de trois formes de patience qu'on retrouve dans certains commentaires. J'ai essayé de trouver dans Jungle Control l'énoncé typique de ces trois formes de patience. Je n'ai pas trouvé ça comme ça. Je l'ai trouvé dans un autre commentaire d'un auteur important de la tradition Gelugpa. Mais c'est intéressant parce qu'à partir de ce commentaire, ben, j'ai pu voilà, ça m'a permis de bien comprendre que c'est bien la patience qui accepte volontairement les difficultés. Donc c'est une patience très particulière, c'est une patience, on pourrait dire, très élevée, qui est celle des bodhisattvas qui sont vraiment capables, on pourrait dire, de notre point de vue, du pire en vue d'atteindre l'éveil et en vue d'aider tous les êtres à accomplir l'éveil. C'est pour ça que on a un exemple du genre celui qui voudrait nous couper la tête, eh bien on accepte quand même ça et c'est une pratique des bodhisattvas. Ce qui, pris hors contexte, est une aberration complète et totale, mais ce qui, pris dans le contexte, commence à devenir compréhensible. Si on comprend la patience comme étant une qualité des bodhisattvas d'une très haute réalisation, et c'est pas du tout la patience ordinaire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine. C'est un peu le teasing pour vous dire hello, hello Stéphane, bienvenue, bienvenue et bonne année. J'en profite. Voilà. Ça c'est un peu le teasing pour voilà savoir que nous verrons cette strophe et tout le sens de cette patience la prochaine fois. Mais non, et donc maintenant on peut revenir sur alors la précédente, c'est-à-dire c'est la 16e leçon, mais qui correspond à la 12e pratique, si je ne me trompe pas. Donc, là, je parle bien sûr sous l'autorité de Dominique, qui ne deve pas être loin, je ne sais pas où elle est, si elle est là, oui, oui. D'accord, très bien. Alors là, on est aussi patient, mais on est patient un peu moins. C'est-à-dire qu'à chaque pratique, on est de plus en plus patient. Mais encore une fois, déjà ici ce terme de zepa, ça c'est une explication théorique. Ensuite, on va faire comme on a l'habitude, c'est-à-dire on fait la restitution par rapport aux strophes précédentes ou à celle-ci, etc. Mais le terme de zepa, c'est un terme hyper connu en tibétain.
Pourquoi? Parce que c'est une qualité cardinale, pas seulement chez les Tibétains d'ailleurs, hein. Chez nous, c'est la mère des vertus aussi, la patience. Mais Zepa, c'est aussi très connu, pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui au Tibet s'appellent Zepa. Hein, vous criez Zepa dans un champ et puis vous avez 5 personnes qui viennent vers vous. Donc c'est un peu comme Tashi. Donc il y a des prénoms très très connus. Passant, Zepa, Tashi, Lodge, Pema, etc. C'est des prénoms courants. Donc Zepa est un prénom courant, c'est le terme pour patience, c'est bien sûr une des 6 vertus, mais encore une fois, on comprend du point de vue bouddhiste la notion de patience comme quelque chose qui s'établit, et ça c'est important pour vous, ça apparaît nulle part, hein. Je ne dis pas que ça apparaît de manière nette, mais c'est important que vous le sachiez, la patience est liée à la compréhension de la nature des phénomènes. Ça c'est une chose très importante. On verra d'ailleurs des formes de patience qui clairement s'établissent comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a, et c'est très logique, quand on a une réalisation profonde de la nature des phénomènes, évidemment que vous pouvez être patient. C'est-à-dire que vous savez exactement ce dont il en retourne. Donc imaginons que vous avez quelqu'un qui vous hurle dessus, ce qui en général provoque chez nous l'envie d'hurler à notre tour, donc on est très standard dans nos réactions. Pour un bodhisattva, une bodhisattvi, c'est un peu différent, vu que cette compréhension de la nature des phénomènes, ça veut dire aussi la compréhension du côté complètement illusoire, voire théâtral, voire illusoire dans le sens de non réel. Ça ne veut pas dire que les choses ne passent pas, mais ça veut dire qu'elles manquent de consistance, elles manquent de réalité intrinsèque. Et donc cette compréhension-là fait que, évidemment qu'on peut voir tout le côté subterfuge de la situation. Et on comprend très bien qu'il y a une articulation, quand on parle de patience, entre la compréhension de la nature des phénomènes et la possibilité d'avoir de la patience. Si on prend les choses comme absolument réel, évidemment que l'agressivité ressentie est une véritable agressivité. Pour un bodhisattva, bodhisattvi, une agressivité exprimée à son égard, ça reste à une manifestation d'un esprit complètement confus. Et donc, c'est pas la pitié du genre oh le pauvre il est tellement confus qu'il en éclate. C'est pas ça, c'est la confusion profonde et donc associée à la compassion où on comprend que en fait, eh bien, tant qu'on est pris dans le jeu illusoire des phénomènes, on n'arrive pas à faire grand chose d'autre que de réagir et d'interagir tel qu'on le fait. Et donc, du coup, forcément qu'on est piégé. Et donc, une personne piégée, c'est une personne non libre. C'est logique. Mais pour un bodhisattva, bodhisattvi, une personne piégée est une personne digne de compassion. Donc notre patience, elle va largement pouvoir s'exprimer, et plus encore pouvoir s'exprimer au fur et à mesure que nous réalisons la nature des situations et la nature des phénomènes. Si on ne les réalise pas du tout, c'est très difficile. Comment est-ce que l'on pourrait imaginer avoir cette forme de patience, nous verrons dans la strophe d'après, s'il est question de nous couper la tête? Ça deviendrait aberrant. On ne comprendrait pas ce genre de phrase. On dirait, mais c'est pas une patience, c'est du sacrifice. Mais pour un bodhisattva, évidemment qu'il peut se laisser couper la tête. Pourquoi? Parce qu'il ne se la coupe pas vraiment. Elle n'est pas vraiment coupée, la tête. Donc il y a plein d'histoires édifiantes qui vont illustrer ce genre de choses. Bon, c'est un peu étrange pour nous, mais disons, il va y avoir un travail de notre part de familiarisation avec tout ce contexte. Ok, pour nous, on en est pour l'instant à une patience encore compréhensible à notre niveau, c'est être patient face au déconvenu. Donc, miniez pas la zepa. Alors, juste encore une petite information sur miniez pas, et puis après, on verra ce qu'il en est ici. Et là, je vous ferai bosser, parce que pour l'instant, c'est moi qui vous explique plein de trucs. Miniez pas, bon, ça, c'est pas mystérieux pour vous, hein. C'est une négation. Donc, niez pas. Niez pas, qu'est-ce que veut dire niez pas? Alors, niez pas, ça peut être les gains, ça peut être les choses qu'on obtient. Donc, niez pas, c'est les choses qu'on n'obtient pas, hein, clairement. Si vous regardez dans le dictionnaire, je vous traduis niez pas par déconvenu. Pourquoi? Parce que quand on attend quelque chose puis qu'on ne l'obtient pas, on a le bec dans l'eau. Donc, le terme littéraire pour avoir le bec dans l'eau, c'est une déconvenue. Donc,
Bon, hein, on peut trouver d'autres équivalents, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de frustration. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas comme on l'entend. Donc, on est patient face au déconvenu. Hein. Et là, on le voit très bien dans la traduction. Dédier notre corps, nos possessions et nos mérites d'étroitant même à celui qui, sous l'emprise d'un puissant désir, nous vole tous nos biens ou encourage d'autres à le faire, c'est agir en bodhisattva. On voit que ici, on est dans un exemple de la réalité relative. On n'est pas avec l'idée de se trancher la tête. Dans la 13e pratique, on sera dans quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension de la réalité ultime. C'est pour ça qu'on prend cet exemple de trancher la tête. On n'en parle pas, encore une fois, au niveau relatif. Mais ici, on parle de quelqu'un qui nous vole. Donc quelqu'un qui nous vole, mais là, bon, bien sûr, ça suppose une très grande compréhension, mais ça veut dire qu'en fait, il se passe quelque chose qu'on n'a certainement pas attendu. On n'a pas souhaité de se faire voler tous nos biens. Donc si ça arrive, ben finalement, on se retrouve face à quelque chose qu'on ne souhaite pas, donc c'est une déconvenue. Alors c'est une manière de le traduire, bien sûr. Voilà, ça c'est juste pour nous introduire au sens général de la strophe. Maintenant, on va travailler cette strophe. Alors, celle-ci ou une autre, bien sûr, hein, parce que l'idée c'est de faire maintenant de la restitution. Si vous avez travaillé celle-là, c'est parfait. Dans ce cas-là, soit vous l'avez mémorisée. Bon, Thibaut n'est pas là, ne pouvait pas être là aujourd'hui ce midi. C'est notre mémorisateur en chef, mais il y a peut-être aussi Dominique qui pagaille à grande, non pas enjambée, mais grande brassée pour mémoriser. Peut-être qu'elle a mémorisé, ou peut-être que quelqu'un d'autre a mémorisé. Quelqu'un a mémorisé cette strophe-là ou une autre. Ah, c'est fou, hein. Dès qu'on a les cheveux blancs, on a de la peine. Hein. Moi, j'ai beaucoup de peine, hein, en tout cas. Bon, j'en sais rien. Stéphane, non, même pas. Non? Bon, ok. Ok, alors personne n'a mémorisé. Vous êtes tous vilains en tant que moi. Est-ce que vous voulez travailler sur celle-là? Et dans ce cas-là, on fait de la lecture. Hein, tac, je zoome et puis on lit la strophe. Ou est-ce que vous avez une autre strophe que vous avez particulièrement étudiée et que que vous voulez nous restituer? Dites-moi. Celle-là, Celle-là, parce que, super. Super. parce que j'ai pas tous mes papiers. Eh Et ben, puis, oui, c'est ça. très bien, Je l'ai bah pas. allons-y avec celle-là, c'est très bien. Alors, la restitution, je vous rappelle l'idée, c'est donc Annie qui s'y colle, elle va nous lire la strophe, et... Hein? Je l'ai jamais lu, celle-là. Pardon? Je l'ai même jamais lu. Jamais lu, ok. Mais est-ce que tu te sens partante pour la lire quand même? Bon, on peut essayer, hein. Bah oui, je pense, t'as aucune difficulté à la lecture, Annie. Mais alors, l'idée pour nous, si on l'a plus ou moins étudiée, dans le moment de la restitution, c'est vraiment de travailler. Alors vous pouvez bien sûr avoir le texte sous les yeux, mais l'idée c'est de développer l'écoute, c'est de vraiment être sensible. C'est pour ça que tu la liras peut-être plusieurs fois, Annie, pour que d'une part tu puisses te la mettre en bouche, mais d'autre part que pour au moment de la lecture, il y a petit à petit une intégration du sens, et au moment de l'écoute, il y a aussi une intégration du sens, même si c'est pas tout le sens. Ok Annie, vas-y. Souda de Chen, Wangui d'Aguinor, Tamche Chokam Trotu Zuknayang, Lutang Longche du Sungewa Nam, de la Mowa, Gelse Namleg Nim. Très bien. Alors, sans vous expliquer le sens, je vais la lire une fois pour insister un peu sur les structures. Ça va vous aider. Suda de Tien Wangki Da Ki Nor Tamche Chogam Chotu Jugna Yang. Parce que là, on a un kam, là, je vous explique juste ça. Ça veut dire où. C'est-à-dire, c'est Cho ou Chotu Jugna. En fait, c'est deux cas de figure. C'est soit voler, soit faire voler. Hein, on y reviendra après. Donc, tam... plus, je suis désolé. Pardon? Tu m'entends plus? Vous m'entendez les autres? Oui, Ah, c'est Stéphane qui a eu une espèce de... Ben alors là, le problème, c'est sur ton ordinateur, Stéphane. Ou sur ton portable. Tu m'entends maintenant? Pas très bien? Mais comment se fait-il? Il y a eu dérèglement de ton iPhone d'un coup? C'est bizarre ça.
Sinon, Ouais, écoute, je ne saurais que te dire là. Donc, tamche, chogam, chotu jungna yang, lu tong longche, tusum, gewanam, telangoa, gyalse laglen yin. Hein? Donc là, ça vous aide à pouvoir capter la structure. Ok? Alors, Annie, si tu veux bien, tu reprends cette lecture en essayant de mettre l'accent sur la structure. Tu essayes, bien sûr. Suda, de Chen Wangi, Dagi, Noj, Damche, Chokam, Dotu, Zuknayan, Lutong Longche, Tusum Gewanam, Dela Ngowa, Kelse Nam, Laklen Yin. C'est très bien. Vraiment super. En pensant que tu ne la connais pas du tout, que tu ne l'as pas lu et étudié, tu la lis très bien. C'est vraiment parfait. Il y a les bonnes inflexions au bon moment. Suda, de Chen Wanki. Là, ça peut vraiment de Chen Wanki. Daginor. Tamche. Chogam Chotu Jungnayang. Alors ici, peut-être juste une petite remarque. C'est Juk et non pas Zuk. C'est vraiment Juk. Jungnayang. Voilà, Jugnayon. Lu tang longche, tusum, gewanam. Là, ça peut être lié, pourquoi pas. Tusum gewanam, hein, tusum gewanam. Tela, alors là, je préférerais tela à dela, parce que c'est un T. Tela, tela ngowa, gyalse langlen yin. Ok, ouais, tela ngowa, gyalse langlen. Elle n'est pas si compliquée, cette strophe. Me semble-t-il. Bon, maintenant, c'est tout à fait relatif, bien sûr, mais y a-t-il quelque chose qui tout de suite arrive en vous avec le sens qui y est associé? Et je sais pas, par exemple, des choses assez simples comme Tusum Gewanam, ça je pense que c'est assez simple, tout le monde aura capté. Tusum Gewanam, je vois plein de têtes qui font donc ça veut dire que vous savez ce que c'est. C'est parfait. Par exemple, Cathy, tu nous donnes la langue au chat, là. Moi, vertu des 3 temps. Parfait. Tusum Gewanam, voilà. Hein, c'est clair, c'est net. Tusum Gewanam. J'espère que Stéphane, tu entends bien? Tu entends mieux maintenant? Ok, bon, bah c'est parfait. Voilà, donc Tusum Gewanam, ça c'est très simple. Hein. Tusum, les 3 temps, nos fameux 3 temps qu'on retrouve encore et encore. Gewanam, les vertus des 3 temps. Donc ça c'est très simple. Telangoa, c'est assez joli comme formule. Telangoa, qu'est-ce que je pense? Je vois Nicole qui hoche la tête, donc je pense que tu as tout à fait capté le sens. Telangoa, Nicole, ce serait? Je te laisse ouvrir ton micro, Nicole. Voilà. Ouais. Moi, c'est dédié. Oui. Et de là, c'est celui-là. Exact. Donc là, on est en train de faire ce qu'on appellerait une ellipse, c'est-à-dire on est en train de parler de ce que l'on vient d'évoquer avant. Donc cela, c'est-à-dire cette vertu des 3 temps, donc cela, la dédicace, ou dédier cela, c'est-à-dire dédier la vertu des 3 temps, Gyalse Laglein, évidemment, est une pratique, une vertu des bodhisattvas. Hein, une pratique des bodhisattvas. Laglen, pratique. Très bien. Est-ce que là, peut-être la première phrase est un poil plus difficile. Bon, Souda, c'est pas très compliqué, mais c'est assez peu usité. Hein. Là, c'est vraiment du tibétain classique. Mais il y a quand même une indication qui nous vient vraiment, là dans la langue parlée, c'est très fréquent. Sou, ça veut dire quoi? Qui? Très bien, ça veut dire qui. Hein, si vous vous demandez qui est cette personne, on dira un konsure. Hein, c'est très simple, hein, c'est juste il, c'est qui. Hein, konsure. Su, c'est vraiment de base, hein, utilisé tout le temps. Le ta, tagata, ça vous dit quelque chose? Parce que moi, Non. Non, C'est le ça, pluriel, hein. bravo, c'est le pluriel, Stéphane. Ouais, ça, c'est un peu le piège. Attention, ici, c'est moi, paotaka da, mais, oui. oui, mais quand on a taga ta,
Ta, c'est le pluriel, évidemment. Donc, quoi je dis évidemment? C'est une forme du pluriel... oui, on la retrouve souvent quand même, mais bon, alors par contre, dans la langue parlée, ce sera moins fréquent. Mais en tout cas, du coup, sutta, ben, on peut comprendre que c'est qui que ce soit dans le sens de quelles que soient les personnes dont on peut imaginer l'existence. De Tien, ça c'est presque facile, on va dire. De Tien, ce serait quoi, de Tien? Hein? Deux, c'est le désir. Oui, et donc, alors, de Tien? Tien, le grand désir. Oui, alors ce qui est intéressant, si on dit de Tien, on parle tout de suite de quelqu'un. C'est pas seulement, on dira pas de Pa Tiempo, on dira pas de Tien, c'est clairement tout de suite identifié ceux qui ont beaucoup de désir. Les deux Tien, hein, les deux Tien. Je sais pas pourquoi ça m'apparaît. J'ai de la peine à vous donner une raison absolument logique à cela. Mais deux Tien, c'est comme par exemple, en tibétain, si on dit Dikchen, ça veut dire les grands pêcheurs, hein, c'est les grands fauteurs. Dikpa, c'est vraiment ce qui est négatif. Si on dit Dikchen, ben, c'est vraiment des gens qui en ont, disons, voilà, qui ont à leur actif des actes extraordinairement négatifs. Donc Dikchen, c'est une manière non pas à parler, parce que là on est vraiment dans un contexte très classique, mais on retrouve vraiment ça dans l'usage assez courant de la langue. Donc de Tien, grand désir. Ici on voit de Tien Wanki, donc de Tien Wanki. Là, qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? Allez, on fait tourner la parole. Qui prend la parole? Ouais. Qui, c'est la particule, et puis... La particule quoi? Parce que quitte à dire que c'est une particule, c'est bien de dire ce que c'est. Pardon? Agentive. Agentive ou instrumentale, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, elle marque quoi? C'est quoi sa fonction? Elle marque celui qui va faire l'action, l'agent. D'accord, donc ça veut dire qu'elle suit, quoi, elle marque le groupe ou le mot ou le groupe de mots qui précède, et on sait que de Tien Wang, c'est... Le pouvoir. Ouais. Le pouvoir de ceux qui ont du désir, des grands désirs. Alors, c'est une possibilité de traduire, bien sûr, mais sinon on pourrait aussi dire de Tien Wang Ki, c'est-à-dire ce qui sera fait par le biais de la puissance d'un grand désir, hein, d'un grand attachement. On pourra après, on est toujours d'accord, on est bien sûr très vite dans l'interprétation. Littéralement, c'est par le pouvoir, on pourrait tout à fait comprendre la particule en la traduisant par, pour dire par la force de, par le biais de, par le pouvoir de, donc par le pouvoir d'un grand désir, d'accord? Et puis ensuite, alors là, pardon, Annie? On peut dire emprise. Emprise, sous l'emprise, bien sûr, c'est très juste, sous l'emprise, c'est peut-être même mieux, parce que Wanki, c'est vraiment le pouvoir dans le sens être sous le pouvoir de. Alors là, c'est typique d'une situation, je vous parlais avant, au début de cette leçon, je vous parlais du Tsikgel, je vous en ai déjà parlé longuement, mais le Tsikgel, c'est-à-dire le commentaire mot à mot, là où le commentaire mot à mot va devenir très intéressant, c'est qu'en général, là, il y aura certainement une explication sur Wang. C'est fort possible. D'ailleurs, je n'y tiens pas, et donc, disons, je n'arrive pas à me retenir plutôt, et on regarde ici ce qu'il en est. Donc ça peut être intéressant. Alors, ici on voit dans le commentaire Semtien Kangsuda, donc quel que soit l'individu ou l'être, Semtien Kangsuda, de se Shintu Chenpo Wangi, et là on a de, le désir, c'est, on a la soif, Shintu vraiment, Chenpo grand et pouvoir, et on voit bien que c'est pouvoir de grand, vraiment, soif et désir. Donc là, c'est clairement pouvoir de. Donc là, c'est sous le pouvoir de. Très clairement. Donc là, le commentaire, voilà, c'est tout à fait clair. Hein. Semtien Kansuda de se Shintu Chenpe Wanki.
Et puis là, on sait très bien qu'on est en train de parler de quel que soit un individu, quelque individu que ce soit, pris par une puissante soif et désir. Et puis voilà, on a notre phrase, quoi. D'accord? Donc le commentaire devient très éclairant. Là, on n'a pas de doute. On parle pas, on sait pourquoi on n'a pas de doute, parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de dire là, on n'est pas en train de parler du pouvoir, par exemple, du pouvoir du grand désir. On parle de l'emprise, comme disait Annie avant. Bon, ça revient un peu à la même chose, peut-être. Mais quand même, on parle du fait de cet état totalement soumis. Soumis à quelque chose. Très bien, Daginor. Ça, c'est simple pour vous, je pense. Daginor. Qui nous donne le sens? Isabelle, on t'a pas encore entendu. Mais je vois que tu opines du chef, donc ça veut dire que tu sais. Ouais, Dakinor, donc Nor c'est les richesses, Mhm. qui le génitif, Yes. donc ça complète le Da, le moi, Ouais. en fait mes richesses. Mes richesses, impeccable. Mes richesses, hein, c'est très très simple. Hein. Daginor. Nor, c'est un... Je voulais te demander, Oui. en fait, est-ce que j'avais vu il y a longtemps, par exemple, on peut dire, par exemple au Tibet, c'était la richesse, le bétail. C'est très juste. C'est très juste. Moi, j'ai très souvent entendu la Matenzang nous en parler comme ça. Nor, par exemple, au Kam, mais pas qu'au Kam d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est vraiment un mot de la langue tibétaine parlée. Alors, est-ce que aujourd'hui, le jeune Tibétain de Lhasa ou de Dharamsala, qui a 20 ans, est-ce qu'il va utiliser ce terme de la même manière? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, pour la Matenzang, ça, j'ai pas assez de connaissances pour ça. Mais pour un homme comme Lama Tenzong, vu son siècle, sa culture, etc., Nor, c'était clairement toutes les richesses, c'est-à-dire les richesses associées au bétail. Moi, je me rappelle une fois devant traduire ça, je lui dis mais Nor, ça veut dire quoi? Bah, il me dit bah bien sûr les chèvres, les moutons, les yaks. Ah, ok, d'accord. Les chèvres, les moutons et les yaks. Bon, d'accord. Bon, ben voilà, ok, on a le contexte, quoi. C'est pas si évident que ça. Cela dit, vous retrouvez Nor dans Norbu, hein, qui est un prénom très classique, hein, en tibétain. Norbu, le joyau. Mais c'est intéressant aussi de voir que c'est pas justement que le joyau, parce que Norbu, on pourrait se dire, hein, Norbu, le joyau qui exauce tous les souhaits, Yishin Norbu, hein, Yishin Norbu, le joyau qui exauce tous les souhaits, qui est tenu dans les mains de Chenrezi, par exemple. Eh ben, ce Nor, c'est aussi les yaks, les chèvres et les moutons. Hein. Donc, on sent le côté polysémique du mot qui est intéressant. Mais Daginor, c'est clairement mes richesses. Oui, oui Nicole? Oui, alors, quelle est la différence entre l'oncle, qui est les possessions, ici, et puis Nor dans ce contexte? Ah, c'est très intéressant comme question. Ici, alors ça vous fait arriver à la deuxième phrase, et on est typique dedans. Lu tang long che. Lu tang long che. Lu, je pense pour tout le monde c'est clair, hein, c'est le corps. Voilà, bon je l'ai dit, mais je pense que tout le monde le savait. Hein. Ouais, ok. Eh mais il y a Natalia aussi qui est arrivée. Bonjour Natalia. Je voyais une petite tête très au fond d'une vignette, là je me suis dit mais qui c'est? Mais oui, bonjour Natalia. Bonne année à toi. C'est super, tu nous as rejoints, c'est sympa. Donc, on est sur cette troisième phrase. Donc, lu tang long che. Lu le corps, c'est un mystère pour personne. Long che, les possessions. Alors, effectivement, entre long che et nor, c'est quoi? Alors, long che, c'est aussi ce dont on jouit. Le che, c'est le fait d'expérimenter, le fait de jouir des choses. Donc long che, c'est mon corps et mes possessions dans le sens ce dont je jouis. Par exemple, alors je ne sais pas ce que vaut mon explication, mais nor, ce serait plus patrimonial, et long che, c'est plus la richesse dont je me sers. Mais alors, à prendre avec des pincettes, hein, parce que là, c'est un truc très tibétain. Ce serait à un tibétain de nous donner la différence d'usage. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'il nous en parle de cette différence d'usage. Mais il me semble que Nor, c'est vraiment le terme très générique
et du fait même de ce côté polysémique que je viens d'évoquer. Donc c'est vraiment au sens hyper large, les richesses, les possessions, les biens, le patrimoine, etc. Et l'onctueux, c'est ce dont je jouis. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup d'argent dans un coffre, c'est l'onctueux. Et lutte en l'onctueux, c'est très proche de moi. C'est mon corps et mes possessions. Mes possessions, c'est du genre, j'ai des habits dans l'armoire, c'est l'onctueux. Hein. Mais, Comme le corps de jouissance. comme le corps de jouissance d'ailleurs, c'est très juste. L'onctueux dzogpeku, l'onctueux dzogpeku, le sambogakaya, le corps de jouissance, c'est bien l'onctueux. Corps de jouissance. Voilà, j'ai pas de... Là, en tout cas, en l'état, j'ai pas de meilleure explication. Juste, Jean-Marc, Oui, bien sûr, Isabelle. En fait, en recherchant l'onctueux, dans un dictionnaire, j'ai trouvé que longue, ça voulait dire justement avoir le temps de. Long, avoir le temps de... Alors ça, moi je dirais, faut se méfier de ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire faire du pur mot à mot. Hein, parce que du pur mot à mot, ça va des fois nous emmener assez loin du sens général du terme. Mais maintenant, Mais long pour... ça reliait un peu Ouais, ouais. le fait de jouir de quelque Ouais, chose. c'est pas faux, c'est intéressant. Ça, c'était juste, je mentionnais le petit bémol que j'aime bien mentionner, mais à part ça, c'est pas faux en l'occurrence. L'onctueux, avoir le temps dans le sens de pouvoir jouir des choses, c'est pas faux du tout. Moi, je pense que c'est même très juste. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que l'onctueux est tellement parce qu'au bout d'un moment, il y a des mots qui sont associés en tibétain et ils sont presque comme définitivement associés. Comme, je sais pas moi, kapar pour téléphone, quoi. Vous imaginez pas une dissociation, ou namdu pour l'avion, vous imaginez pas une dissociation, c'est-à-dire le mot finit par exister en lui-même. L'onctueux, c'est un peu pareil. Donc quand on dit l'onctueux, on pense pas le temps de jouir. C'est pour ça que... Mais alors, étymologiquement, c'est fort possible que ça vienne de là, il n'y a pas de doute. Très bien. Donc, Jean-Marc, oui, dans la prière, bien sûr. Madame Catan, j'ai jamais compris l'onctueux. Ok, alors l'onctueux, dans ce cas, c'est vraiment, on fait référence Manam Katang Nyampe Semtien Tamche Lama Sangye Rinpoche La Kyapsuchi, etc. Les 4 phrases. Donc là, c'est clairement, on fait référence d'abord à nous et à tous les êtres, nos mères passées, dont l'assemblée est aussi vaste que l'espace. Et puis ensuite, on fait référence au maître spirituel qui est vu dans ces différentes dimensions. Donc quand on dit l'onctueux, c'est simplement une manière de dire « je rends hommage, moi et tous les êtres dont l'assemblée est aussi vaste que l'espace, au lama corps de jouissance ». C'est tout simplement ça. Et le lama corps de jouissance, c'est Chenrezig par exemple. Chenrezig est un corps de jouissance. Encore une fois, pour se simplifier la vie avec ces histoires de corps de jouissance, corps absolu, corps d'émanation, on peut simplement le comprendre comme des modes de manifestation différents. Et ces modes de manifestation ne sont pas perceptibles par tous les êtres. C'est-à-dire que les corps d'émanation sont perceptibles par nous, dans notre existence ordinaire, mais maintenant un corps de jouissance n'est pas perceptible dans notre mode ordinaire de perception. Il faut tout simplement avoir, on pourrait dire, les yeux de la sagesse ouverts pour tout à coup percevoir la réalité sous la forme du corps de jouissance. Bon là, ça nous emmène très loin dans la discussion, mais c'est une discussion intéressante. Mais pour dire que très souvent, j'ai entendu dire, souvent je fais référence à Lama Tongzong aussi, parce que, bien sûr, voilà, toutes les instructions viennent de lui pour moi, mais je l'ai très souvent entendu dire, attention, quand on parle de Chenrezig, on n'est pas en train de parler d'une réalité imaginée, on est en train de parler de la réalité qui, une fois qu'elle est perçue pour ce qu'elle est, nous apparaît ainsi. Donc c'est vraiment des modes de perception. Mais pour l'instant, le mode de perception qui est le nôtre ne nous permet pas de voir clairement un corps de jouissance. On y serait dans ce mode de perception que je ne verrais pas simplement 13 vignettes avec des personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire ordinaires, je verrais 13 manifestations de Bodhisattva et Bodhisattvi. Donc ça voudrait dire que j'ai une particulière vue pure. Pour l'instant, je n'ai pas une particulière vue pure. Pour mon prochaine vie. Voilà, même peut-être dans celle-là, va savoir.
mais dans une suivante, c'est sûr. Disons, faisons le souhait. Ok, donc cette strophe, on commence à bien l'avoir dépiautée. Parce qu'on a déjà commencé en disant « tu sum gewanam », ça c'est facile. Et on voit que là, vu qu'on a dit « lu tong long che », ben c'est facile. Parce qu'on a « lu tong long che » et puis on a « tu sum gewanam ». Donc le nam peut se référer évidemment à nos vertus des 300, mais on pourrait très bien se dire que là, on est face à une énumération. C'est-à-dire nos corps, nos jouissances et les vertus des 3 temps, tout ça, là, c'est-à-dire cela que je viens d'évoquer, Moa, dédié, est une pratique des filles et fils des vainqueurs. Et puis dans ce cas, ben voilà, on sait ce dont on est en train de parler. Et la deuxième ligne. Et la deuxième ligne, Dominique, qu'est-ce qu'on fait de cette deuxième ligne? Vas-y, dis-nous ce qu'on fait de cette deuxième ligne. Vas-y, essaye. Ben, je sais pas trop ce qu'on en fait. Non, mais tu as réussi à résumer la strophe sans en parler. Donc. Non, mais t'as raison. Mais je suis sûr que tu peux donner un élément de réponse, vu que tu l'as étudié, cette 12e strophe. Ben, je sais pas. Ah bon? Cho. Cho, c'est quoi, cho? Voler? Ouais, c'est voler, dérober. Cho, c'est assez particulier. Cho, c'est vraiment faire main basse sur quelque chose. Hein, les Tibétains, la figure du voleur dans la culture tibétaine est très présente. Hein. C'est vraiment quelque chose tout le temps. Même dans la vie populaire des gens, quoi, dans la vie de tous les jours. On a peur des voleurs. Hein. Nous, bon, peut-être que nous aussi, mais bon, bref. Donc, Cho, c'est pas seulement le voleur, c'est le brigand. C'est le brigand qui vient avec un système de razzia, par exemple, quand on vit au Kham, qui vient nous piquer le troupeau de moutons. Hein. Donc ça, c'est Cho. Hein. Donc, Cho comme Cho tu juk. Cho tu juk, ça c'est intéressant, quoi. Tout est intéressant, évidemment, mais ici, Cho tu juk, on va juste voir un peu. Bon, Cho, c'est le verbe dérober, ok. Maintenant, Cho tu juk, ça, cette construction-là, vous la retrouvez tout le temps lorsqu'il s'agit de dire faire quelque chose. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Juk, ça veut dire entrer. Donc, par exemple, quand vous êtes au sens littéral, par exemple, juk, vous entrez dans quelque chose, dans une maison, par exemple. Mais juk, c'est donc entrer au sens figuré aussi, c'est-à-dire vous entrez dans une action. Donc, littéralement, on pourrait dire entrer en vol. Donc, vous êtes, vous entrez en l'action qui est décrite par le verbe. Mais dans le sens où, avec le sens particulier de faire une action. C'est-à-dire, si je fais faire une action par quelqu'un, eh bien, cho tu juk, je fais voler. Voilà, ça, bon, il n'y a pas vraiment à le retenir, si ce n'est que petit à petit, vous aurez l'habitude de cette construction. Mais si on veut che tu juk, si je veux faire quelque chose, che tu juk, etc., vous utiliserez cette construction. C'est-à-dire le verbe qui indique l'action, et tu juk, en gros, je ne rentre pas dans le détail du est-ce que c'est chaque fois tout, est-ce que c'est chaque fois cette forme, bref, en l'occurrence non, mais dans la structure globale générale, c'est le verbe qui indique l'action et tu juk, on va le dire comme ça pour l'instant, faire l'action, tout simplement. Donc ici, vous donnez deux cas de figure. Vous donnez le cas de figure de soit vous êtes volé par quelqu'un, soit vous subissez le vol produit par quelqu'un qui a fait faire cette action. Si vous récitez de temps en temps le sutra des 3 amoncellements, le sutra des 35 Bouddhas, vous avez plein de constructions comme ça. Parce que vous confessez non seulement le fait d'avoir, par exemple, volé, mais d'avoir fait voler. Etc. Vous confessez le fait d'avoir manqué à l'éthique et le fait d'avoir fait en sorte que les autres ont manqué à l'éthique. Pourquoi c'est important du point de vue bouddhiste? Ça, c'est une toute petite parenthèse, mais ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Ça revient à la compréhension générale de la loi du karma. C'est l'intention qu'on met dans l'action. Yes, absolument.
c'est l'intention, c'est le problème de l'intentionnalité. Parce que si vous faites faire une action par quelqu'un, vous êtes, du point de vue karmique, en grande partie responsable. Donc, alors, je discute pas de est-ce que c'est vrai, pas vrai, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste dire que du point de vue de l'intentionnalité, c'est assez particulier. Parce qu'on pourrait, dans d'autres compréhensions de la responsabilité des actes, on pourrait dire non, si on a fait l'action, on est responsable, mais pas forcément en ayant instigé pour que l'action soit faite. Mais ici, si on a... Pardon Annie Complice. Complice. Tout à fait. On peut le comprendre comme complice. Mais simplement, le sens particulier ici, c'est le fait que on peut très bien ne pas apparaître comme complice et puis avoir quand même par son action créé quelque chose qui est de l'ordre du désordre. Si par exemple, on trouve cette illustration dans le cas où on perturbe un méditant. Si on perturbe un méditant, par exemple, les paroles futiles. Les paroles futiles, c'est un des 4 actes négatifs de la parole. Pourquoi les paroles futiles sont un acte négatif ? Parce que ça vient perturber les autres. Et ça, c'est intéressant. C'est une manière de responsabiliser la personne qui est excessivement bavarde, par exemple, en disant « mais ton bavardage excessif est perturbateur pour l'autre ». Donc, c'est pas seulement que l'autre, c'est son problème s'il est distrait, pas distrait. Non, si je contribue à la situation, j'ai une part de responsabilité. Donc évidemment, c'est une forme de complicité, pourrait-on dire. Mais bon, bref, c'est juste pour dire que ce type de construction, donc de phrase « chogam chotu jugnayang » va se retrouver beaucoup, par exemple, dans le Sutra de la Confession, à cause de ça. Du point de vue de cette intentionnalité. Donc, notre deuxième phrase est très claire, c'est-à-dire tamche, chogam, chotu jugnayang, c'est-à-dire suda de chenwangi daginor tamche, on pourrait dire, c'est-à-dire qui que ce soit sous l'emprise d'un grand désir, daginor, mes richesses, leur totalité, les vole ou les fait voler, hein? Eh bien, lu tang longche tu sumgewanam, mon corps, mes possessions et les 3 racines de vertu, cela, les dédiés, est une pratique des bodhisattvas, bodhisattvi. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire par là que, et ça c'est le sens profond de cette strophe, c'est-à-dire que cette pratique des bodhisattvas, bodhisattvi consiste plutôt qu'à prendre son mousqueton et à tirer à bras raccourcis sur le voleur, c'est de proposer une alternative. On propose comme alternative l'idée de dédier à cette personne tout ce qu'il nous dérobe. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'en fait, dans une perspective très bodhisattva, qui est assez éloignée de notre compréhension ordinaire, on est bien d'accord. Dans cette perspective, finalement, le voleur nous rend service. Pourquoi il nous rend service ? Parce que d'une certaine manière, il vient appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire, il vient nous dire « Ah, ouais, il y avait un gros attachement, n'est-ce pas, à l'égard de ta Ferrari dernier modèle. Eh bien, tu vois, finalement, il te rend service. C'est-à-dire qu'il vient te permettre de te délester de ce qui est en trop pour toi. » Alors, je ne dis pas que c'est une logique facile à intégrer, mais moi je me rappelle très bien, avec Lama Tenzong, on est à l'aéroport de Pékin, tout à coup il dit « Mais où est ma grande valise ?» On ne retrouve pas sa grande valise, panique à bord, vous imaginez, il y avait plein de choses, il y avait ces objets rituels, des cadeaux qu'il avait, on était parti pour 2 mois de voyage, et le lendemain, après pas mal de remous évidemment, vous pouvez imaginer, il me dit « En fait, c'est très bien. Je crois que ce voleur m'a exactement délesté ce dont j'avais besoin d'être délesté. » Et j'ai retrouvé dans cette manière d'interpréter la situation quelque chose de tout à fait typique de ce genre de strophe. Où il y a vraiment l'entraînement du bodhisattva, c'est dire finalement dans la situation, oui c'est dur, mais en même temps, comment je peux tirer profit de la situation ? Et la manière la plus intelligente de tirer profit de la situation, c'est de considérer que si je développe de la haine à l'égard du voleur, je suis doublement perdant. Pourquoi ? Parce que d'une part, j'ai perdu ce qui m'a volé,
Mais d'autre part, je développe une attitude mentale qui est négative pour moi, mais qui n'est pas négative pour l'autre. Ma colère va me toucher moi, ça va pas toucher le voleur. Le voleur, il en a cure de cette colère, c'est pas son problème. Donc, double peine pour moi. Donc, plutôt que d'être dans une situation de double peine, je transforme la situation et j'en fais un double gain. C'est-à-dire que d'une part, je me dis, finalement, il me déleste de quelque chose pour laquelle j'étais en train de nourrir un puissant attachement, et d'autre part, en lui le dédiant, je développe une activité extraordinairement positive, plutôt que de générer à son égard quelque chose d'extraordinairement nuisible. Donc, dans une perspective bodhisattva, n'oublions pas que nous sommes dans les 37 pratiques des bodhisattvas. Donc, on est dans cette perspective. On n'est pas dans une perspective ordinaire. Mais, du coup, cette strophe, elle nous introduit à une perspective non ordinaire du sens des 37 pratiques des bodhisattvas. Et elle est très intéressante de ce point de vue-là. Excuse-moi Jean-Marc, Bien pourrais-tu sûr. revenir pour expliquer un peu plus à la fin de la deuxième ligne le Nayang? Bien sûr, très intéressant ce Nayang. Ce Nayang, c'est tout à fait l'équivalent de ce que vous entendez souvent en disant Yin-Yang. Yin-Yang, cependant. Dans la langue parlée, quand on dit cependant, c'est très courant, on le dit Yin-Yang. Par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle phrase, et puis vous dites oui mais. Le oui mais. Donc Yin-Yang. Le yang, vous l'avez comme particule. Si vous regardez le document dont je vous parle là, oui, je crois que c'est ici. Si je l'ouvre ici, vous le verrez. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est un connecteur. C'est tout à fait un connecteur. Je vais voir si... Oui, vous avez les particules ici. Si vous avez le particule ici, le connecteur Yang. Bon, là, c'est trop petit, vous ne voyez pas très bien à l'écran. Mais si vous cliquez dans la leçon sur le lien ici, eh bien, vous allez retrouver une explication détaillée sur le Yang Qiang. Donc, c'est un connecteur, tout simplement. Et le connecteur, ça indique toujours, ici en l'occurrence, le connecteur indique une suite. C'est le bien que, même si, etc. Il y a plusieurs fonctions au connecteur. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais ici, c'est dans le sens de même si. C'est-à-dire, même si on me vole ou on me fait voler, eh bien, même si cela, eh bien, je dédie toutes mes vertus. C'est-à-dire, je dédie mon corps, mes richesses et les 3 racines de vertu. Et ça, c'est une pratique des filles et fils des vainqueurs. C'est intéressant, la prochaine fois qu'on se fait piquer son porte-monnaie dans une caisse enregistreuse, on essaiera de se souvenir de ça. C'est pas si évident. Pas du tout. Mais c'est intéressant. Ça nous permet de moins souffrir. Parce que c'est quand même le but du jeu. Moi, Jean-Marc, si on lui dédie le vol, est-ce que c'est pas comme si on disait... Oh, attention, je t'interromps tout de suite. On ne dédie pas le vol. Le vol. Mais si on lui dédie les objets, le corps, tout ça, est-ce que, puisque je lui donne quelque part, c'est qu'il n'y a plus de vol, donc il n'a pas fait je diminue son activité néfaste, et il n'y en a pas quelque chose comme ça, ou pas Ça peut, mais c'est un peu trop alambiqué. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi je dis trop alambiqué? Parce qu'on voit quand même que pédagogiquement, on aura tendance à dire je fais des souhaits pour l'autre, mais dans la réalité de la pratique, on fait des souhaits pour soi. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons besoin de faire du progrès. On ne se soucie pas à ce moment-là, on ne va pas plus loin non plus en se disant si je dédie, c'est bon pour lui. Si je dédie, c'est d'abord bon pour moi. Mais pas dans le bon pour moi comme une espèce de jeu égotique qui veut tout pour lui-même. Mais parce que, encore une fois, je me rappelle de cet été, le Karmapa qui nous parle des souhaits qu'on lui demande de faire pour une personne malade, et il nous explique, oui, c'est très bien, mais chaque fois, ça me donne l'occasion à moi de faire une action positive. Et ça, faut jamais perdre de vue dans notre compréhension de la pratique du Dharma. C'est-à-dire que la dédicace, même quand on dit à la fin d'une pratique « je dédie toutes mes vertus pour tous les êtres sans aucune exception », c'est très bien, on le dit. Mais en le disant, c'est moi qui m'affranchis de la saisie qui est possible
à l'égard de ma propre pratique. Donc, on pourrait dire que l'intervention de l'autre est une intervention pédagogique surtout. Mais dans la réalité psychique, c'est moi qui me soigne. Donc ça, c'est un petit bémol important quand même. Parce que c'est... Oui. L'un n'exclut pas l'autre, il me semble. Pardon, Nicole, redis voir. L'un n'exclut pas l'autre. Absolument, l'un n'exclut pas l'autre. Mais la seule chose qui est claire, c'est que sur moi, je peux avoir prise. Sur la réalité de l'autre, je ne peux pas avoir prise. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que si on lui donne quelque chose, il n'a pas le karma, il n'a pas une empreinte karmique du vol. Bien sûr, c'est possible, on peut toujours imaginer ça. Après, ça dépendra de la puissance de Bodhisattva que nous sommes. Bien sûr. Si nous sommes un très très puissant Bodhisattva ou Bodhisattvi, allons savoir. Peut-être que même notre capacité de dédier pourra créer un retournement chez l'autre qui a volé, et lui-même pourra, de ce fait, peut-être développer une prise de conscience, je ne sais, ou que sais-je. Mais là, je suis assez, on va dire, bouddhiste droit dans ses bottes. C'est-à-dire que du point de vue de l'intentionnalité, les actes n'ont de sens que si moi-même j'ai développé une intention. Il ne peut pas y avoir de karma autrement. Bon, là c'est un peu carré comme explication, mais elle est intéressante cette explication carrée, parce que ça veut dire que mes qualités positives vont avoir une influence positive sur l'autre, oui, mais dès l'instant où l'autre lui-même prend en charge cette positivité. C'est-à-dire que si par exemple je développe beaucoup de patience à l'égard de quelqu'un qui est colérique, ça ne veut pas dire que ma patience a un impact direct, mais indirectement, elle peut amener l'autre à se dire « Ah, il est peut-être possible de réagir autrement » et d'avoir elle-même un retournement sur sa propre action. Vu que du point de vue du karma, s'il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de possibilité d'action. C'est pour ça qu'on trouvera dans de nombreux textes le fait que même si le Bouddha intervenait devant quelqu'un, il ne peut pas libérer quelqu'un de son karma. C'est impossible. À cause de ça. Mais parce que l'intentionnalité, elle est vraiment au cœur de la pensée, de la philosophie bouddhiste, quoi. Bon, bref. Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, pour nous, nous en restons à notre pratique, parce que Gyaltse Laglen, donc Gyaltse Laglen, là on parle de notre pratique. C'est la pratique des bodhisattvas et bodhisattvas que nous sommes. Et c'est pour ça que ce ngowa, c'est-à-dire la dédicace, devient notre pratique. Alors ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de le voir comme une pratique. C'est pas simplement à la fin, par exemple, d'une leçon, on dédie la vertu. Bon, super, on dédie la vertu. Mais si vraiment on l'intègre comme une pratique, c'est une pratique. Alors, je dis pas que c'est simple. Hein. Ça, après, on est bien placés les uns et les autres dans cette situation pour savoir que c'est pas si simple. Mais ça reste, voilà. C'est une très très belle strophe, évidemment. Et c'est d'autant plus une belle strophe si on revient au titre, c'est-à-dire « The pas ». Et là, vous comprenez beaucoup mieux ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que cette patience, c'est pas juste je serre les dents et j'attends que ça passe. On est dans quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste. On est vraiment dans un rapport à la patience où on peut avoir de la patience. Pourquoi ? Parce qu'on comprend toute cette situation. Si je comprends toute cette situation, alors je peux avoir de la patience. Si je la comprends pas comme ça, je peux pas avoir de la patience. Ou alors un tout petit peu de patience, mais pas beaucoup de patience. Donc il y a vraiment une interaction très belle entre cette forme de patience et cette forme de pratique. Voilà pour cette strophe. Là, on n'a pas du tout vu le commentaire. Donc ce qu'on pourrait se dire, là entre nous, hein, on en profite, on est entre nous, c'est que pour la prochaine fois, vous bossez un peu le commentaire. Alors le commentaire, j'ai pas pour l'instant écrit une traduction du commentaire. Hein. J'ai pas de raison de le faire, vu qu'il y a un petit groupe de téméraires qui s'est proposé de faire une traduction du commentaire. Donc moi j'attends de voir. Mais n'empêche que vous avez le commentaire et vous pouvez gratter le commentaire et essayer de comprendre ce qui se dit un peu dans le commentaire. Donc ce qu'on pourrait se dire, et là je pense que Dominique me dira « Ah oui, tu te rappelles, tu as dit ça ?» Donc oui, la prochaine fois on pourrait se dire « Tiens, travaillons un petit peu le commentaire de cette strophe. »
et puis on abordera la 13e pratique. Ça vous va comme ça? Oui. Ok, parfait. Alors, on est dans les temps, c'est très bien. Et pour une fois, je dépasse pas trop, c'est une bonne chose. Et puis, on termine avec une dédicace, et puis ensuite, on se dit bye bye. Sunam diye tam che zingpani tom ne nye pe tranam pam dien ke gana che balap tropa ye si pe tsole toa dol warai sho. Voilà, merci beaucoup pour votre présence assidue. C'est ça? Pardon? Merci à vous, merci, voilà, j'appuie sur le petit bouton arrêter l'enregistrement.